Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui vous est proposée par la FGTB Wallonne dans le cadre du magazine Opinion. C'est avec Thierry Baudson, le secrétaire général de la FGTB Wallonne, que nous avons rendez-vous aujourd'hui pour faire le point sur l'actualité sociale, syndicale et politique. Une actualité chargée, mouvementée, rythmée notamment par la crise humanitaire que vivent les demandeurs d'asile et l'accueil méprisable qui leur est réservé chez nous par certains responsables politiques. Une actualité marquée aussi par les conséquences concrètes de la politique du gouvernement sur la vie quotidienne de très nombreuses personnes, jeunes, femmes, travailleurs à temps partiel, demandeurs d'emploi, exclus du chômage, pensionnés, etc. Un an après l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement, un an après le mouvement social de la fin 2014 et à quelques jours d'une nouvelle manifestation nationale annoncée par les syndicats le 7 octobre, je vous propose de prendre le temps de faire le point. Bilan, provisoire et perspective. Avec Thierry Baudson, à tout de suite. Bonjour Thierry Baudson. Bonjour. Alors la FGTB, la CSC et la CGSLB appellent pour le 7 octobre prochain à Bruxelles à une grande manifestation nationale pour dénoncer la politique du gouvernement. Alors on va parler de ça avec vous bien sûr, mais avant ça je voudrais vous proposer de faire un petit retour en arrière. On va revenir en images sur la mobilisation sociale de l'hiver dernier avec, on s'en souvient, la grande mobilisation, la grande manifestation à Bruxelles où plus de 120 000 personnes s'étaient donné rendez-vous. Ainsi que la grève générale du 15 décembre dernier. Nous avions à l'époque interrogé des travailleurs qui tous se montraient particulièrement inquiets. Regardez. Je suis contremaître dans une école, donc je m'occupe de la gestion de cuisine, de distributeurs. Voilà, je fais de la vente de Dagobert pendant le temps de midi, pendant le temps de 10 heures. Vous gagnez combien par mois? Je gagne, ben voilà, la preuve. Je gagne à peu près 1200, 1250 € par mois et je fais un 36 heures semaine. Depuis combien de temps? Ça fait 30 ans que je suis dans la même école. Et donc après 30 ans d'ancienneté, j'ai 52 ans et voilà, ben, je gagne 1200, 1250 € par mois, 36 heures semaine. Je vois autour de moi plein de personnel, plein de dames qui sont seules avec 2 enfants ou 3 enfants et qui n'ont que ça pour vivre. Donc moi je suis horrifiée de voir qu'on veut bloquer ces index, parce que c'est honteux. Je travaille depuis j'ai quasiment 18 ans. Quand est-ce que je vais pouvoir profiter un petit peu de la pension et de me reposer un petit peu finalement? 67 ans, je ne sais pas, vous vous rendez compte dans quel état? Je ne vais quand même pas travailler avec une tribune, je ne vais pas faire mes Dagobert en tribune avec un entier qui pendouille. Enfin voilà, il faut quand même rester logique. Les gens ont quand même besoin à un moment de se poser et de profiter de leur pension. Parce que moi j'ai des enfants, je ne veux pas que mes enfants travaillent jusqu'à 67 ans dans les mêmes conditions que moi je travaille. C'est très dur. Tout le service public va être dépouillé. Et il faut que les gens sachent aussi que le service public, c'est les soins de santé, ça les touche directement. C'est les écoles, c'est les écoles, c'est tout. Demain, personne ici, en tout cas dans les bas salaires, ne sera plus se soigner en Belgique. De plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Parmi nous, toutes les personnes qui arrivent à un certain âge comme moi doivent rester à travailler jusqu'à pas d'heure, tandis que les jeunes autour de moi n'ont pas de travail. Je ne comprends pas cette logique, donc je manifeste. Les salaires sont parfois élevés dans le commerce, hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Combien est-ce qu'on gagne? Oh, une femme qui travaille encore, parce que c'est tout des mi-temps au Carrefour, si elle a 1 000 € par mois, même pas, en faisant du tard et tout ça, ça m'étonnerait qu'elle arrive à 1 000 €. Voilà, elle doit vivre un mois avec ça, c'est les seuls, avec des enfants. Je ne sais pas comment ils font, hein. Demain ça va être peut-être moins. Donc on parle de supprimer également les compléments chômage, donc ces personnes-là qui vivent seules avec des enfants et en plus on va leur retirer leur complément chômage, là pour eux c'est vraiment une catastrophe. Comment est-ce qu'on va pouvoir les aider à subvenir à leur fin de mois? C'est impossible ça de vivre dans ces conditions-là, quoi. Une jeune personne qui débute, je pense qu'elle a moins de 850 €. Ouais.
Oui, ça doit être ça. Approximatif. Ouais. Maintenant, elles essayent d'arrondir le fin de mois en faisant des tards parce qu'elles ont un petit surplus, mais elles ne peuvent pas faire des tards toute la semaine. Il y a une vie de famille qui est là aussi, donc c'est très, très difficile pour ces personnes-là. Ouais. Il n'y a pratiquement plus de temps plein pour une dame, on va dire. Même un garçon qui rentre dans un service commercial, dans un magasin chez nous, il n'y a pas beaucoup de temps plein, de moins en moins. Et le problème qu'il y a aussi, c'est les horaires. Les horaires sont tellement ingrats. Ça peut commencer de 7h à 21h. Comment trouver une seconde? De 6h même, pardon. Oui, de 6h du matin à 21h le vendredi. Comment trouver un second job? Parce que souvent, avec un job, on n'a pas assez. Donc elles essaient de trouver un second job. Mais quel est le deuxième employeur qui va se plier aux horaires du premier? Personne. C'est une question qu'on n'a pas le choix. C'est ça ou c'est le chômage? C'est le chômage, combien de temps? On n'en sait rien. À quel tarif? On n'en sait rien. Ou c'est le CPS? Bof, c'est pas encourageant, hein, donc... Alors, Thierry Baudson, un an plus tard, quel bilan faites-vous du mouvement social, syndical de l'hiver dernier? On le voit dans le reportage, hein, le mouvement qu'on a connu en octobre, novembre, décembre de l'année dernière a été d'une ampleur tout à fait historique et je crois qu'il restera dans les annales de l'histoire sociale et syndicale de ce pays. La mobilisation a été exemplaire et rappelons à l'ensemble des travailleurs de ce pays que c'est grâce à leur mobilisation exemplaire qu'on a su forcer les portes de la concertation sociale qui était jusque-là complètement fermée par ce gouvernement. Donc ça, c'est immensément important à rappeler. Deuxième élément, les interlocuteurs sociaux, à l'intérieur du groupe des 10, ont réussi à trouver des accords et des avis unanimes, notamment sur les fins de carrière, sur le contrôle de la disponibilité, dont on parle dans le témoignage là-bas. Et tout à coup, le gouvernement a refusé cet avis unanime des interlocuteurs sociaux, ce qui est quasi une première dans ce pays. Et à ce moment-là, le gouvernement a montré sa vraie nature et le rejet qu'il a de ce modèle de concertation qui est le nôtre en Belgique. C'était totalement intolérable pour la FGTB. Mais je répète, cette concertation sociale, c'est grâce aux travailleurs qu'on a réussi à la forcer. Je dis en commençant, on a eu une mobilisation d'une ampleur tout à fait incroyable, mais qui était à la mesure des attaques que le monde du travail a subies à l'annonce du programme du gouvernement. Bien entendu, le saut d'index, le relèvement de la pension à 67 ans ont été les déclencheurs de cette mobilisation. Mais je voudrais quand même aussi rappeler qu'à côté de cela, il y avait aussi des attaques tout à fait intolérable contre les prépensions, quasi une suppression du régime de prépension dans ce pays. Les compléments aux chômeurs âgés ont été supprimés par ce gouvernement. Donc, vous pouvez avoir maintenant 30 ou 35 ans de carrière, vous tombez en chômage à 55 ou 60 ans, vous aurez vite plus que 850 ou 900 € par mois pour vivre. Ça, c'est la réalité de ce qui a été décidé. Et enfin, et c'est à nouveau quelque chose qui est dans le témoignage, le contrôle de la disponibilité des chômeurs âgés jusqu'à 65 ans, mais aussi des travailleuses à temps partiel. On y reviendra tout à l'heure. C'est quelque chose qui est vraiment intolérable. Et à côté de tout cela, je terminerai en rajoutant que, en ce qui concerne les soins de santé, le gouvernement a pris la décision de bloquer ce qu'on appelle la norme de croissance à 1,5%. Tout le monde sait que les budgets de soins de santé augmenteront de plus que 1,5% dans les années à venir. Alors ça, c'est pour le bilan que vous faites de la mobilisation sociale de l'hiver dernier. Même question maintenant, mais par rapport au gouvernement Michel. Avec le recul, 1 an depuis l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement, quel bilan vous faites de la politique qui a été menée ? Non seulement le gouvernement, comme je l'expliquais, n'est pas revenu en arrière sur grand-chose, pour ainsi dire sur rien, mais en plus, il continue dans sa mécanique infernale. Aujourd'hui, sur la table des négociations, nous avons une remise en question de tout ce qu'on appelle le deuxième pilier de pension, les pensions complémentaires, avec une révision du rendement garanti. C'est vraiment revoir les contrats en cours de route, en fait, avec le fait de ne plus pouvoir l'apercevoir
avoir avant l'âge de 65 ans. Donc on revoit les règles du jeu en cours de route en plus avec ce gouvernement. Et je rajouterai toute une série de dossiers qui concernent la flexibilité du travail, la remise en cause des barèmes et ainsi de suite. Ça, c'est pour les aspects encore socio-économiques, droit du travail, etc. Et puis, deuxième élément, le gouvernement a enfin accouché mais d'une souris, le tax shift. Il avait annoncé avec fracas qu'il y aurait une réforme fiscale qui porterait sur 7 milliards. Et puis que constate-t-on? Qu'on a devant nous un tax shift de 1,7 milliard et non pas de 7 milliards. Et surtout, un gouvernement qui donne d'une main avec une petite réduction des impôts, ce qu'il reprend directement de l'autre avec un saut d'index, une augmentation de la TVA sur l'électricité et des accises qui augmentent. Et les calculs que nous avons faits sont très clairs. 1,7 milliard donné d'un côté, 1,6 milliard repris de l'autre avec accises, TVA et ainsi de suite, comme je viens de le signaler. Et plus fondamentalement, c'est que ce tax shift ne touche systématiquement en rien aux grands équilibres qu'on devrait avoir dans la taxation des revenus. Nous sommes dans un pays où, en effet, les revenus du travail sont assez rapidement et fortement imposés, mais nous sommes dans un pays où les revenus du capital et les revenus immobiliers sont quasi exonérés d'impôts, ou en tout cas sont nettement moins imposés que chez beaucoup de nos voisins. Ce que nous demandons à la FGTB, c'est une vraie réforme fiscale, qu'on arrête de taxer les revenus du travail dans un tiroir, 45% en moyenne, on referme le tiroir, on ouvre le tiroir des revenus immobiliers, 10% en moyenne, on referme le tiroir et on ouvre le troisième tiroir qui sont les revenus de capital, 25% en moyenne, et on referme le tiroir. Vous aurez compris tout de suite que si vous gagnez 25 000 euros au départ du travail ou 25 000 euros au départ de loyer, vous allez être taxé de façon tout à fait différente. Pour nous, la globalisation des revenus, c'est dire maintenant, on arrête avec les trois tiroirs, on additionne l'ensemble des revenus que les gens ont et on a une taxation, un impôt qui est calculé de façon progressive sur l'ensemble des revenus du ménage. C'est d'autant plus important de travailler de cette façon-là que, un, ce sera beaucoup plus juste, et deux, on arrêtera cette guerre que nous connaissons aujourd'hui entre le fédéral et les régions, où ce tax shift, systématiquement, est payé en bonne partie par les régions, et ce gouvernement fédéral sait très bien ce qu'il fait en la matière. Ça, c'est le premier élément, une décision tout à fait lamentable prise par le gouvernement, le tax shift. Et un deuxième élément, plus rapidement, je voudrais insister sur le fait que, à cause de ce gouvernement, aujourd'hui, les personnes qui sont malades depuis 3 mois, qui sont donc sur la mutuelle depuis 2 mois, vont être convoquées par la mutuelle pour vérifier s'il n'est pas possible de leur offrir un emploi à la mesure de leur capacité réduite au travail. Au départ, ça peut paraître anodin, mais vous savez, les gens qui ont une maladie incurable vont aussi être convoqués par la mutuelle. On ne leur mettra peut-être pas au travail, mais ils seront quand même convoqués. Et surtout, la personne à qui on va dire « allez voir chez votre employeur s'il n'y a pas un travail adapté » et l'employeur n'en a pas, l'employeur aura le droit de la licencier sans préavis. Donc vous touchez là aux conséquences directes, concrètes de la politique du gouvernement pour les différentes catégories de la population. C'est là-dessus que je voudrais aussi vous entendre, c'est que vous nous donniez quelques exemples concrets dans la vie quotidienne des gens, des jeunes, des pensionnés, des travailleurs à temps partiel, les conséquences concrètes de la politique de ce gouvernement au quotidien pour les personnes. Tout à fait. Eh bien, c'est vraiment quelque chose de particulier, je ne veux pas dire de nouveau, mais on a vraiment mis un accent particulier à la FGTB dans le cadre de cette mobilisation du 7 octobre pour que notre tract comprenne des exemples très précis. Et j'ai le tract ici sous les mains, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y en a 2 qui me paraissent vraiment très intéressants. C'est de dire, vous voyez, un ménage où les 2 parents travaillent, un à 3 000 euros, l'autre à 1 600 euros par mois, ils ont 2 enfants. Que va-t-il se passer très concrètement pour ce ménage? Eh bien oui, le tax shift va lui faire gagner 1 000 euros sur l'année, c'est correct, mais par contre, le saut d'index, l'augmentation de la TVA et les accises vont lui faire perdre 1 800 euros. 1 800 euros perdus, 1 000 euros gagnés, ce ménage va perdre 800 euros sur l'année avec les mesures qui sont prises. Deuxième exemple très concret, un pensionné, qu'est-ce qu'il va gagner avec le tax shift? Rien du tout. 0. Mais l'augmentation de l'électricité, le saut d'index vont lui faire perdre 530 euros. Et donc,
en moyenne, les pensionnés isolés dans ce pays vont perdre 530 € avec les mesures par an, avec les mesures qui ont été prises par ce gouvernement. Je vous interromps, donc ça veut dire que l'annonce faite à grand bruit du gouvernement disant que chaque ménage allait se retrouver avec 100 € supplémentaires, c'est de l'intox. C'est tout à fait de l'intox pour deux raisons. D'abord parce que la plupart des ménages n'auront pas 100 € dans un premier temps en plus par mois, mais beaucoup moins. Et par ailleurs, ce que le gouvernement ne dit pas, c'est ce qui est reperdu avec les taxes indirectes et le saut d'index qui ont été décidés par ce gouvernement. Mais il y a des mesures, évidemment, qui concernent les revenus des intéressés, des travailleurs, des pensionnés, comme je viens de le dire. Mais il y a aussi d'autres exemples que nous mettons en évidence et qui ont moins très haut revenu, mais que je voudrais souligner ici. Premier élément, on en a parlé d'ailleurs dans le témoignage au départ de l'émission, les travailleurs et souvent les travailleuses qui sont occupés à temps partiel et qui ont un complément du chômage. Et bien maintenant, le gouvernement a décidé que pour continuer à percevoir leur allocation de chômage, leur complément chômage, qui sera divisé par 2 dans un an, mais pour continuer à le percevoir, il faut qu'elles démontrent qu'elles cherchent du travail pour les heures qu'elles ne prestent pas. Vous savez, la plupart de ces travailleuses, elles ont un horaire variable. Ce n'est que 3 ou 4 jours avant la semaine qui suit qu'elles savent si elles travailleront le matin ou l'après-midi. Vous allez aller devant un employeur et lui dire « Est-ce que vous avez pour moi du travail 15 ou 16 heures par semaine ?» Vous savez, 3 ou 4 jours à l'avance, je ne saurai jamais si je suis libre le matin ou l'après-midi. Il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui vont évidemment, dans ces conditions-là, engager la travailleuse qui se présente. Premier élément. Et deuxième élément, les jeunes. Vous savez qu'il y a des modifications qui ont été prises par ce gouvernement pour l'admission des allocations de chômage pour les jeunes. Eh bien, un jeune qui termine ses études supérieures à 23 ans, si ses professeurs lui disent « Écoute, ce serait bien que tu fasses une année complémentaire parce que ça va vraiment te donner des cartouches en plus. » Eh bien, s'il fait cette année supplémentaire, s'il suit les conseils judicieux de ses professeurs, il se fait que, puisqu'il terminera ses études à 24 ans, il n'aura pas droit aux allocations d'insertion au cas où il n'aurait pas d'emploi dans le futur. Thierry Baudson, je vous propose maintenant un petit exercice qui consiste à répondre à 5 questions qui piquent, des questions que nous avons sélectionnées auprès de travailleurs, de demandeurs d'emploi, de jeunes, de moins jeunes, la plupart affiliés ou militants de la FGTB. Nous avons donc choisi 5 questions, mais ce sont des questions qui, pour la plupart, reviennent très souvent dans la bouche des travailleurs que nous avons écoutés. Vous êtes prêts, on y va ? On y va. Alors voici la première question qui vous est destinée, je cite « Pourquoi Thierry Baudson allait manifester le 7 octobre alors qu'on était 120 000 à Bruxelles fin 2014, qu'on a fait une grève générale et que le gouvernement est passé en force ?» Je l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, n'oublions pas que nous avons, grâce à la mobilisation, forcé la concertation sociale et donc quelque part sauvé, je l'espère pas momentanément, un modèle qui, par le passé, a fait ses preuves. Premier élément. Deuxième élément, oui, on a constaté qu'on avait devant soi un gouvernement qui ne tenait pas compte de la concertation sociale et passait en force malgré des avis unanimes des interlocuteurs sociaux. On a dû malheureusement faire ce constat, mais je vous dirais, et après ? Parce qu'on a fait ce constat-là une fois, on va s'asseoir pendant 4 ans et ne rien faire. Mobiliser, c'est aussi informer, c'est aussi conscientiser les travailleurs et pouvoir leur donner un certain nombre d'exemples comme je viens de le faire. Et donc, rien que pour ça, le combat doit évidemment continuer. Deuxième question qui pique maintenant, qui est d'ailleurs plus une affirmation qu'une question. Les syndicats sont des preneurs d'otages. Ils font des grèves qui ne servent à rien et ils empêchent les gens de travailler. Je vous répondrai très brièvement. Qui prend en otage dans ce pays? Les syndicats lorsqu'ils font une grève ou bien les employeurs et les patrons qui changent les règles du jeu en cours de route, comme je viens de l'expliquer? Allez un peu expliquer aux travailleuses à temps partiel ce qui leur arrive. Ce n'est pas elles qui sont prises en otage de toutes les décisions qui sont en train d'être prises. Elles qui ont accepté un travail à temps partiel avec un certain nombre de conditions et puis on change toutes les conditions et on leur dit si vous abandonnez votre boulot, vous n'aurez même pas droit aux allocations de chômage. Ça, c'est une vraie prise en otage pour moi. Et deuxième élément, je tiens souvent quand même à le rappeler, arrêtons de dire et d'accepter le message que les grèves ne serviraient plus à rien. On est dans un pays où si les travailleurs ont le droit de voter, c'est parce qu'on a fait grève et qu'il y a eu des morts.
Troisième question, Thierry Baudson, je cite également. Depuis un an, le gouvernement nous casse la gueule, au sens propre. Il démolit notre modèle social. Ne faudrait-il pas passer à d'autres modes d'action que les défilés bien sages depuis la guerre du Nord jusqu'à la guerre du Midi ou l'inverse? Il ne faut pas faire l'un à la place de l'autre. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, le combat devant lequel nous sommes va être particulièrement long et qu'il va falloir des modes d'action différents, originaux, où on innove un petit peu. Lorsqu'on se lance dans un plan d'action où les différentes provinces et différentes régionales mènent des actions et que ça ne se passe pas à un niveau fédéral, nous disons systématiquement, tant au secteur, au central professionnel qu'au régional, qu'elles ont toute latitude dans les modes d'action qu'elles vont organiser. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, à un niveau fédéral, je pense en effet, et il y a une réflexion très profonde là-dessus à l'intérieur de la FGTB, qu'il faut mettre à côté des grèves et manifestations traditionnelles d'autres modes d'action. La seule chose qu'il y a, c'est que je plaide pour que ces nouveaux modes d'action se fassent à côté des modes d'action traditionnels et pas à la place d'eux. Quatrième question. On bloque l'indexation des salaires, on exclut les chômeurs à tour de bras, on recule l'âge de la pension, etc., etc. À quoi, Thierry Baudson, servent encore les syndicats? Il faut reconnaître que jusqu'il y a 25 ans d'ici, les grands combats syndicaux ont permis d'engranger, d'enregistrer des avancées sociales très importantes pour les travailleurs. Je ne les rappellerai pas ici, on les connaît tous. Et que malheureusement, on est dans un contexte depuis 20-25 ans où les combats syndicaux sont défensifs et non pas offensifs. On gagne quelque chose lorsqu'on ne perd pas quelque chose dans les faits. Je tiens quand même à signaler que si les combats syndicaux que nous avons menés au cours des 12 derniers mois n'avaient pas été menés, je suis certain que les allocations de chômage pour les jeunes n'existeraient plus du tout. Aujourd'hui, ce n'est plus que 3 ans, je suis sûr qu'elles n'existeraient plus du tout. Si nous n'avions pas mené les combats syndicaux qu'on a menés ces dernières semaines, l'augmentation de la TVA dans le prix de l'électricité aurait été neutralisée dans le calcul de l'indexation. Il est repris dans le calcul de l'indexation. Je pense, on parle d'indexation, que sans notre pression, ce gouvernement ne se gênerait pas pour penser à un deuxième saut d'index, etc., etc. Est-ce que c'est suffisant comme résultat? Non, ce n'est pas suffisant. Je trouve que c'est pas mal, mais je peux comprendre que la plupart des militants, des affiliés nous disent il faudra quand même un jour qu'on puisse engranger des vraies victoires, des avancées, et non pas simplement des non-reculs. En la matière, nous avons à la FGTB aujourd'hui une vraie réflexion qui est enclenchée sur le fait de savoir de quelle façon on peut mieux faire connaître à la population et principalement, bien entendu, à nos affiliés, quel est notre projet global de société, peut-être y réfléchir à nouveau, parce qu'on ne peut pas se contenter en effet de combats court terme, mais il faut aussi rappeler que ces combats servent à porter le projet d'une autre société que nous défendons. Alors, dernière question, la cinquième et dernière question de ces questions qui piquent, qui vous sont adressées donc par des travailleurs et des citoyens. La politique de droite dure menée par le gouvernement devrait provoquer de la part de la gauche, de toute la gauche, politique, syndicale, associative, une opposition très forte. Or, la gauche, disent travailleurs, on ne l'entend quasiment pas. Comment expliquez-vous cette absence de réaction forte et avez-vous l'intention de combler ce manque ? Je peux accepter qu'on dise que la gauche n'obtient pas des résultats. Dire qu'on ne l'entend pas, ça non. On a commencé l'émission en rappelant quand même qu'en octobre, novembre et décembre 2014, on a entendu les mouvements syndicaux comme on ne les avait plus entendus depuis des années, voire des décennies. Donc on a entendu les mouvements syndicaux de gauche il y a moins d'un an d'ici, et on a démontré d'une certaine façon que nous avions encore une sacrée capacité à mobiliser. Ça, c'est pour la gauche syndicale. Dans la foulée de ce qui s'est passé durant l'hiver, les mouvements sociaux, un certain nombre de mouvements sociaux ont vu le jour ou se sont réaffirmés. On peut parler de Acteurs des temps présents, de toute autre chose, de Hart Bovenart en Flandre. Ce sont des mouvements sociaux différents, diversifiés, qui portent différemment les combats de gauche. Donc la gauche se fait entendre et montre qu'elle est multiple, ce qui est sa différence par rapport à la droite par ailleurs. Et dernier élément, je voudrais souligner ici l'importance réelle de la FGTB à l'intérieur de la CES. Parce que la Belgique, on n'est pas sur une île, on est dans un contexte européen aussi. La Confédération européenne des syndicats a un rôle peut-être plus important à jouer à l'avenir qu'aujourd'hui, mais réellement, le positionnement et les propositions de la FGTB à la CES sont de plus en plus entendues et on joue à l'intérieur un vrai rôle de locomotive.
Merci d'avoir accepté l'exercice de ces questions qui piquent. Je reviens maintenant à l'actualité et au sort qui est fait, on en parlait tout à l'heure, en ce moment aux demandeurs d'asile, aux réfugiés. Je voudrais d'une part vous faire réagir aux propos nauséabonds de l'ANVA et d'autre part vous demander ceci. Est-ce que vous faites un parallèle entre les mesures que le gouvernement impose au monde du travail, on vient d'en parler, et la politique de ce même gouvernement à l'égard des réfugiés, des demandeurs d'asile, qui demandent assistance chez nous pour l'instant en fuyant leur pays en guerre? Est-ce que vous faites un parallèle avec? Mais la question est tout à fait pertinente parce qu'en effet, et malheureusement, on voit que ce gouvernement aborde les thèmes, les problématiques socio-économiques de la même façon qu'il s'occupe du dossier des migrants, de la même façon. Vous savez, on est dans un gouvernement où l'ANVA a une importance immense sur l'ensemble du gouvernement. On est dans une sorte de NVA dépendance, on pourrait dire aujourd'hui, dans ce gouvernement. Et constatons quand même que les différentes sorties, soit de certains ministres, soit de Lisbeth Aumann, soit du président de la NVA, sont non seulement des sorties tout à fait inacceptables, qui créent la peur chez les gens, qui montent les gens les uns contre les autres, mais il n'y a personne qui siffle la fin de la récréation. Ça fait maintenant 1 mois que ça dure, et à chaque fois, on explique qu'on a raté son petit pouce sur le tweet, que c'est dommage, que la langue a fourché, et puis ça s'arrête là. Donc, il faudrait quand même qu'à un moment donné, il y ait une autorité, et ça me paraît être le Premier ministre qui devrait le faire, qui rappelle un peu à l'ordre et aussi aux responsabilités des uns et des autres. Parce que même si les propos qui sont tenus par les responsables de la NVA ne sont pas des propos qu'on peut qualifier de fascistes ou de fascisants, d'accord. Mais en tenant des propos populistes comme ça, on renforce en fait la partie de la population qui aurait tendance à se laisser entraîner vers des idées d'extrême droite. Et le gouvernement, aujourd'hui, on constate, comme je viens de le dire, qu'il roule donc en résumé pour la Flandre, non seulement sur les matières socio-économiques, beaucoup de décisions qui sont prises, c'est sous l'angle de la Flandre et des problèmes socio-économiques qu'il y a en Flandre, et de la même façon, la politique des migrants qui est organisée aujourd'hui, de toute évidence, c'est par rapport à l'éternel grand écart que la NVA doit faire entre l'électorat Vlaams-Belang qu'elle a siphonné il y a quelques mois et quand même avoir un minimum de responsabilité à l'intérieur du gouvernement. Le MR porte une lourde responsabilité dans le laisser-aller qu'il y a dans les propos et dans les attitudes de la NVA. Alors Thierry Baudson, il nous reste très peu de temps pour conclure cette émission. Alors en 1 minute, je voudrais savoir quelles sont les principales revendications que vous portez en tant que FGTB Wallonne pour sortir de la logique d'austérité que l'on impose aux citoyens et pour plus de justice sociale et de solidarité en Wallonie. Mais en fait, nous avons une position qui est très claire, c'est de dire au gouvernement, il ne faut pas faire pour la fiscalité comme on a fait comme pour les autres matières, attendre 3 ans. Nous avons aujourd'hui une autonomie fiscale en région wallonne et il y a beaucoup trop de frilosité par rapport à cette autonomie fiscale. Il faut plus de sélectivité dans les aides. Aujourd'hui, on peut avoir une aide pour isoler sa maison, même si on a 90 000 € de revenus par an. Ça ne va pas, il faut diminuer les plafonds. Il faut qu'il y ait plus de sélectivité dans les aides aux entreprises et ainsi de suite. Donc, à ne pas avoir cette frilosité en matière de fiscalité, ne plus s'attaquer aux services publics qui aujourd'hui sont vraiment ceux qui, sur le dos desquels on a fait les économies. 3, en matière de transfert de compétences, sortir de la tuyauterie et avoir de vraies politiques sociales en région wallonne. Et là-dessus, je dirais, bien entendu, c'est important, c'est immensément important d'avoir une politique de lutte contre la pauvreté, mais c'est encore plus important d'avoir une politique sociale digne de ce nom en Wallonie. Et je répète la revendication de la FGTB Wallonne, mettons sur pied à côté des pôles de compétitivité un pôle social qui permettra d'anticiper la politique sociale dans ce pays et dans cette région. Merci beaucoup Thierry Baudson d'avoir accepté cette interview, cet entretien pour l'espace d'une petite demi-heure qui, je pense, aura permis aux téléspectateurs de se faire une idée plus précise de vos positions et de votre analyse de l'actualité sociale à la veille de la manifestation du 7 octobre. Merci beaucoup.